Bonjour, bienvenue sur le Sportcast de Sud-Ouest, spécial rugby, spécial tournoi destination. Je suis Jean-Pierre Lorient, le rédacteur en chef, et nous sommes en compagnie de Denis Capes-Granger. Bonjour. Salut Jean-Pierre. Et d'Arnaud David. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Les deux spécialistes rugby maison qui vont suivre ce tournoi qui débute prochainement et qui va s'étaler sur les semaines traditionnelles de l'hiver et du cœur du tournoi sur février-mars. L'idée, c'est donc aujourd'hui de savoir en une seule question, si on peut résumer tout ce qu'on va se dire, c'est que peut-on espérer de ce tournoi? Que peut-on espérer surtout pour le 15 de France dans ce tournoi? Donc on rappelle que l'équipe de France n'a plus gagné le tournoi depuis 10 ans, depuis 2010. En deux mots pour commencer, que peut-on espérer? On espère beaucoup. On espère tout. On espère la victoire. On espère voir une équipe de France qui joue bien, qui se redécouvre une identité de jeu et qui commence par nous battre les Anglais. Alors Denis, pour espérer battre les Anglais, visiblement le parti pris, c'est confiance aux jeunes. Ouais, la jeunesse. Il y a 19 néophytes qui ont été appelés dans le groupe des 42. C'est un groupe élargi par Fabien Galtier au début du mois de janvier. Il a, lors de la conférence de presse de lancement du tournoi à Londres, il a dit qu'il avait des objectifs à moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde 2023 qui sera organisée en France. Donc, il construit avec la jeunesse, il lance des jeunes et il fait des tests. Construit, mais Arnaud, pour la première fois depuis longtemps, on a un véritable espoir. Et comme d'habitude, je veux dire, ça c'est pas nouveau, on attend de ce 15 de France qu'il gagne d'abord. Et bien sûr, et comme tous les sélectionneurs, Fabien Galtier va être rattrapé par une exigence qui est celle de l'exigence des résultats, une obligation de résultats. Finalement, il va vite s'apercevoir qu'on peut pas repousser les échéances en disant c'est pour dans 2 ans, c'est pour dans 3 ans. Non, d'ailleurs, l'objectif lui a été clairement fixé, il faut regagner vite. Et donc, toute la difficulté de la tâche, justement, ce sera de ménager ces deux temps, le temps immédiat et le moyen terme, le long terme, qui est la Coupe du Monde 2023. A priori, ils ont ça en tête, le staff. C'est bien de gagner. Oui, parce qu'il y a aussi un enjeu de crédibilité, parce que tout le monde loue ce staff comme étant enfin un staff d'experts totalement en prise avec le rugby d'aujourd'hui, le rugby moderne et le rugby de demain, on l'espère. Maintenant, il faut, derrière toutes les promesses qu'on nourrit leur nomination, il va falloir le concrétiser, voilà, par un jeu, comme disait Arnaud, enthousiasmant, enfin conquérant. Et surtout vainqueur, un jeu qui gagne. Tout à fait. En plus, ils ont obtenu des choses de la part de la LNR, puisqu'ils bénéficient désormais d'un groupe de 42 joueurs pour préparer les matchs du tournoi, sachant qu'ils en relâchent 14 lors des week-ends de doublons, enfin lorsque l'équipe de France ne joue pas et que le club de top 14 joue. Mais donc c'est des conditions que aucun sélectionneur avant n'a eu. Oui. C'est une grande première et c'est un vrai pas en avant dans le capharnaüm permanent que la relation entre club et fédération. C'est un énorme pas en avant quand on revient 4 ans en arrière. Les conditions de préparation de l'équipe de France étaient totalement différentes à des années-lumière de ce qui se faisait à l'étranger. Là, on est à égalité avec l'étranger, avec une relation qui va s'installer entre le staff et les clubs. Donc, il y a effectivement une obligation de résultat pour asseoir cette relation. Elle est double, l'obligation de résultat. Je crois que la crédibilité, elle doit naître à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que le groupe, il va aussi se construire sur des victoires. Il y a la confiance qu'amène la victoire, c'est essentiel. On a bien vu ces derniers mois combien ce groupe, le groupe France, était en déficit de confiance et combien ça le fragilisait justement. Parce qu'en déficit de victoire. Parce qu'en déficit de victoire. Et voilà. C'est d'autant plus important, comme dit Arnaud, que cette crédibilité naisse à l'intérieur du groupe. C'est que ces dernières saisons, en plus, la crédibilité avait été fissurée de l'intérieur du groupe, puisque c'était les joueurs, en retournant dans leur club, qui la plupart du temps nous expliquaient que les méthodes d'entraînement dans le club de France étaient un léger décalage avec ce qui se pratiquait dans les clubs de top 14. Pour revenir sur cette jeunesse, c'est donc, selon vous, c'est un pari ou c'est assez logique compte tenu du fait qu'une nouvelle génération arrive, qu'une autre s'en va et que justement l'espoir aussi né de ça, c'est qu'on a peut-être repéré quelques pépites qui n'existaient pas forcément dans la génération précédente. C'est vrai, c'est quand même spectaculaire. Si on fait la comparaison avec les autres sélections, par exemple chez les Anglais, il y a 8 néophytes simplement dans leur groupe, il y en a 5 chez les Gallois, 5 chez les Irlandais et nous on est à 19. Donc spectaculaire. Et on voit bien que la carte d'identité, la date de naissance, elle a compté dans la sélection de Fabien Galtier. Il a éliminé tous les trentenaires. Est-ce que c'est une prise de risque? Peut-être. À certains postes, on peut se le demander. Ou peut-être pas, parce que quel cadre conservé qui a vraiment marqué l'histoire du 15 de France? On n'en est pas certain, qui serait vraiment titulaire. C'est pas certain. C'est qui? Les noms, c'est quoi? C'est Médard? C'est Médard, notamment. C'est éventuellement UG? C'est UG, c'est Venceslas Loret. C'est Loret. Voilà.
Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, et on sait Tu as d'autres noms en tête, Denis, toi? Il me semble que la prise de risque est quand même mesurée, parce que il faut la pondérer par rapport à un groupe de 42 joueurs qui sera réduit à chaque fois. Et accessoirement, quand on regarde les têtes de petits nouveaux, il y a beaucoup de petits nouveaux, mais quand on regarde les chiffres, les stats depuis le début de la saison, très souvent ce sont des joueurs les plus performants finalement. On a parlé d'un Anthony Boutier notamment qu'on découvre, qui découvre le top 14 cette saison. Là, pour la peine, c'est un poste, c'est un arrière, hein, on précise. C'est un poste où effectivement il n'y a que des bisous, quasiment. Quasiment, oui, puisque c'est Thomas Ramos avec 9 sélections qui fait figure de taulier au poste. Mais Anthony Boutier qui a 27 ans et donc qui peut faire figure de pari, puisqu'en plus il découvre cette année le top 14 seulement. Et marge au rayon des stats en tant que meilleur franchisseur, c'est le joueur qui bat le plus de défenseurs. C'est la prise de risque qui existe sans l'être finalement, puisqu'ils ont pris les joueurs les plus performants. Ouais, il y a des critères rationnels, tu veux dire, qui expliquent que c'est pas une marotte de sélectionneur, c'est juste parce qu'il remplit quelques critères objectifs pour être là où il est. Donc sachant que lui, c'est pas le... Tu as parlé de José Arnaud qui a parlé de la pièce d'identité. Lui, c'est un joueur qui n'est pas si jeune que ça. Il est jeune au haut niveau, mais il a 27 ans. Mais dans tout le lot, parce qu'ils sont nombreux, les joueurs qui ont 21, 22, 23 ans, il y a donc encore quelques joueurs issus de cette fameuse génération double championne du monde. Et ce sont des joueurs qui, là aussi, c'est Denis, Monsieur Stat, mais qui remplissent aussi ces cases-là à travers leurs prestations qu'ils font dans le championnat. C'est-à-dire que ce sont désormais des jeunes qui jouent beaucoup plus, donc on peut juger plus facilement, et qui surtout jouent comme des titulaires dans leur club, quoi. Oui, tout à fait. Bon, il y a Demba Bamba qu'on connaît maintenant il s'est déjà installé dans l'équipe de France depuis le dernier tournoi, mais il y a un Cameron Woki là qui joue à l'UBB qui est très performant depuis le début de la saison. Romain Tamac on le présente plus. Il y a Louis Carbonel qui s'impose à l'ouverture à Toulon, une équipe qui performe ces derniers temps. Arthur Vincent également, le Montpellierin qui joue au centre, qui effectivement s'est installé. Il a déjà 11 titularisations en top 14. Et il a joué 4 matchs de Champions Cup. Enfin, c'est pas des gamins, c'est des joueurs qui sont installés, quoi. Qui sont titulaires, qui ont l'expérience des sélections, puisqu'ils sont passés chez les champions du monde. Donc ça veut dire une vie de groupe, ça veut dire une façon d'appréhender les échéances. Il y a une expérience déjà qu'ils ont emmagasinée chez les moins de 20 ans, donc ça c'est intéressant. Et puis quand même, bon, on parlait de prise de risque, elle est relative, il faudra voir à quoi ressemblent les 28 puis les 23 de Fabien Galtier. Quand on se projette sur ce que pourrait être l'équipe type... Là, c'est Arnaud qui se mue en Monsieur Stat, mais effectivement, c'est... Quand on se projette sur ce que pourrait être l'équipe type, on voit que dans les 42, il y a 15 joueurs qui ont fait le mondial, et on peut penser que c'est 15 joueurs qui ont l'expérience du mondial, qui ont l'expérience de la préparation du mode de travail de Fabien Galtier. Ils seront parmi les 23. Ils seront dans les 23 et pour la plupart, ils seront même titulaires. Il y a peut-être 2-3 postes en balance, mais on sait déjà grosso modo que plus que l'épine dorsale, on connaît largement les 2 tiers de l'équipe titulaire. A priori, il y a peu de suspense. Alors, les postes où il y a du suspense, c'est quoi? C'est arrière? C'est arrière, c'est en 3e ligne, c'est au poste de talonneur, parce que bon, Kamisha a fini la Coupe du Monde en numéro 1 potentiel, mais il y a un garçon qui était blessé lors du dernier tournoi Destination, sa première entrée en jeu, qui est Julien Marchand, le talonneur du Stade Toulousain. Et on voit avec le Stade Toulousain, premier de sa poule en Coupe d'Europe, combien ce garçon est important, combien il est solide, combien il précis dans ses lancers. Et on sait de l'intérieur qu'il a beaucoup de charisme, il a beaucoup d'emprise sur un groupe, par son exemplarité plus que par la parole. Et tout ça, ça en fait quand même un sérieux rival pour Kamisha. C'était aussi un des postulants au capitana. Ça reste toujours un possible postulant au futur capitana, même si cette question-là pour le tournoi est réglée, c'est Charles Olivon. Ouais. À moyen terme, oui, la question se posera très certainement. Mais... Il fait partie des gens qui ont peut-être poussé le staff à ne pas nommer un capitaine pour 4 ans, mais à bien dire que Charles Olivon était là. Il y a aussi une manière de limiter la pression qui va reposer sur les épaules de Charles Olivon, qui va se retrouver effectivement à la tête à incarner une équipe de France en plein renouveau, avec tous les espoirs qui vont l'accompagner. Plein renouveau, on l'espère tout du moins. Et ça permet de limiter la pression qui va peser sur les épaules de Charles. Arnaud, tu parlais du fait que cette génération-là a aussi pour elle d'être, alors on l'a dit, désormais de jouer dans la peau de titulaire souvent dans leur club. Il y a une forme elle est peut-être plus décomplexée par rapport au niveau, c'est ça? Qu'est-ce qui change dans cette génération-là par rapport à la précédente? Ce sont des joueurs qui sont un peu plus professionnels que la génération d'avant, qui ont une autre approche, qui sont plus décontractés, ou simplement est-ce qu'ils sont meilleurs, plus doués, plus accomplis rugbystiquement? Mais j'ai l'impression qu'on a quand même une génération de joueurs qui est douée, et en plus dans l'approche du professionnalisme, certainement. C'est une génération qui est prête à se challenger, qui va, je crois, accepter les défis que va lui proposer le staff de Fabien Galtier. Parce que le défi, l'enjeu, quand on parle avec un Thibaut Giroud, avec un Sean Edwards, c'est pas de s'évaluer par rapport à ce qu'on a fait il y a 3 mois. Est-ce que j'ai progressé d'un tout petit peu? C'est de s'évaluer par rapport au meilleur du monde. Voilà. C'est à chaque fois avoir l'idée. Où est-ce que j'en suis par rapport au meilleur à mon poste, dans ma préparation physique, dans mes stats, etc. Cette génération-là, elle est prête, je crois, à relever ce défi.
Et ça, c'est le vrai challenge, pour la peine, du staff. Mais comme dit Arnaud, cette génération, effectivement, est biberonnée à ça. Elle a l'habitude de se préparer avec tous les standards que vont déployer le staff. Ce qui pouvait être reproché à demi-mot à la génération précédente, c'est d'être un peu satisfaite d'elle-même. C'était pas à demi-mot de mon côté, Denis. C'était un peu d'être satisfaite d'elle-même, de ses propres qualités, de le pseudo meilleur championnat du monde. C'est le petit rythme de sénateur auquel ils étaient habitués. C'est le fait d'avoir l'habitude finalement de se préserver en début de semaine, les semaines de match, avant de vraiment plonger dans le boulot, comme le font cette nouvelle génération, puisque de toute façon elle n'a pas le choix. C'est comme ça qu'elle a appris à se préparer. C'est très bien résumé à mon sens, Denis. Et c'est peut-être ça le vrai changement, au-delà de l'âge qui est inscrit sur leur pièce d'identité et du fait qu'ils aient moins de sélection. C'est pas ça le plus gros des changements. Et comme c'est concomitant aussi avec un changement d'approche du staff, parce qu'il y a aussi ça, on va y venir maintenant, mais le staff, on en attend beaucoup. Il a été bien vendu, on va dire, pour l'instant. Mais il y a aussi un vrai changement dans l'approche qu'a le staff de la compétition. Quand même. Tout à fait. Et pour revenir à cette génération, j'en ai parlé récemment avec Sébastien Pierronis, qui était le manager des champions du monde, et qui disait la chance là, c'est que cette génération, en plus, elle a derrière elle une autre génération qui arrive, qui est performante, qui pousse. Donc elle va pas pouvoir, comme ça a pu se passer précédemment, se reposer sur ses lauriers parce qu'il y en aura d'autres derrière. Donc voilà, l'émulation, elle va naître aussi de l'intérieur. Il y a ce que va proposer le staff et il y a cette émulation qui va naître de l'intérieur pour pouvoir rester au plus haut niveau. Le staff, on l'a déjà dit, c'est la plus belle compilation, agglomération de compétences, en tout cas présumées, qu'on n'ait jamais vues. En France. Hein, on dit bien en France. Hein. Il y a quand même des inconnus. Arnaud a parlé de Thibaut Giroud, qui est un préparateur physique comme il n'y en a jamais eu dans le paysage du 15 de France jusqu'à présent. On parle évidemment de Sean Edwards, le spécialiste de la défense qui a fait ses preuves ailleurs et avec des Britanniques, mais jusqu'à présent pas dans la méthode française. C'est quand même des inconnus, ça, pour vous ? Ils se sont entraînés, selon la formule consacrée qui nous a été bien vendue par les communicants de la Fédé. Je peux me tromper, mais là, je vois pas un gros risque sur... Le seul risque qu'on peut identifier finalement, c'est sur une phase de pression, qu'on ne souhaite pas bien évidemment, en termes de mauvais résultats, effectivement, comment la belle harmonie qui est présentée entre Raphaël Ibanez et Fabien Galtier et avec les autres entraîneurs, comment ce staff va vivre ensemble. Mais ça, c'est les résultats qui donneront le tempo. Donc... C'est plus sur le changement de logiciel, j'allais dire, mais un peu ça. Ce qu'amène Sean Edwards, Thibaut Giroud, de manière assez objective, personne d'autre ne l'a jamais amené. Peut-être, il y a bien longtemps, quand un David Ellis est arrivé dans le giron du 15 de France aussi, ancien trésiste, spécialiste de la défense, c'était peut-être équivalent, parce que c'était il y a quand même très longtemps, mais depuis, on n'avait jamais eu de petite révolution, entre guillemets, dans la méthode de management, quoi, tout simplement. Certainement. On peut effectivement se poser la question du vivre ensemble de ce staff. Il faudra pas qu'à un moment, il y ait des divergences et que les joueurs s'engouent dans les divergences. Il va falloir que Fabien Galtier se pose en chef avec à ses côtés Raphaël Ibanez, justement pour harmoniser, parce que au niveau international, tout est une question de priorité. Il y a certainement des moments où il va falloir identifier aussi des priorités dans le jeu. Donc chacun va réclamer parfois un peu plus de temps pour se préparer, ou dire il aurait fallu mettre l'accent sur ça. Donc déjà au niveau de l'extérieur, il va falloir qu'ils parlent d'une seule voix, qu'il n'y ait pas de divergence, et puis ensuite qu'ils identifient bien leurs priorités, parce qu'ils n'ont pas appris à travailler à préparer les matchs ensemble. Pour l'instant, non, voilà. Pour l'instant, ils ont eu, les membres de ce staff qui ont été là étaient plutôt, entre guillemets, en deuxième rideau dans l'organisation précédente. Et c'est pour ça que j'aime bien l'approche d'un Sean Edwards qui dit, attention, on peut pas faire passer 15 messages. Et il l'a dit tout de suite. C'est lui le plus expérimenté. Hein. Il a 10 ans d'expérience avec les Gallois. Simplement 2-3 messages. On travaille là-dessus. Et ces 2-3 messages, les joueurs vont pouvoir s'y accrocher. Si on leur en donne 15, les joueurs sont perdus. Ils ne retiennent rien. Donc voilà. Donc j'espère que Raphaël Ibanez saura dire, on va peut-être écouter ce que nous dit Sean et s'appuyer sur son expérience, parce que tout le monde va avoir envie au sein de ce staff d'apporter sa petite touche. Bien sûr, il y a beaucoup d'ego dans ce staff. Il y a beaucoup d'ego à gérer. Parce qu'il y a beaucoup de compétences, mais qui dit beaucoup de compétences dit des gens qui sont donc chacun dans leur parcours réciproque. Et ils avaient tous beaucoup de responsabilités dans leur club, tout simplement, quoi. C'était des gens importants. William Servat à Toulouse, Laurent Labitte au Racing. C'était tous des gens qui étaient dans leur domaine presque des potentiels numéro 1. Et là, on se retrouve avec cette compilation. C'est très appétissant, mais c'est très risqué aussi. Et ça, vous pensez que les joueurs le reconnaissent aussi dans ce que vous avez senti? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont, eux, les joueurs, la sensation qu'ils sont dans les meilleures conditions de ce point de vue-là aussi, par rapport au staff, par rapport aux périodes de rassemblement? C'est quelque chose qui commence à infuser aussi chez eux? En tout cas, il y a quelque chose de très cadré, puisque ils ont tous été reçus en entretien pendant 30 minutes par des membres différents du staff. Ils ont tous été appelés le jour de l'annonce de la liste des 42. Ils l'ont pas appris devant la télé. Le staff, même ceux d'ailleurs qui n'ont pas été retenus, ont été appelés, c'est bien dire.
Il y a un vrai accompagnement, donc je pense que le joueur se sent dans un environnement très professionnel qui ressemble très certainement à ce qu'il a au quotidien dans son club. Donc c'est quelque chose de rassurant forcément pour le joueur. Et je pense que le staff, Fabien Galtier et Laurent Labitte, Thibaut Giroud, qui ont participé à la préparation de la Coupe du Monde, qui ont accompagné les joueurs pendant la Coupe du Monde, ces entraîneurs-là en sont ressortis quand même avec du crédit auprès des joueurs. Voilà, quand on écoute un Jefferson Poirot parler justement de ce qu'il va retrouver, il y a de l'appétit. Il dit, voilà, on sait comment on s'est entraîné au Japon, c'était bien, on va retrouver ça et voilà. Puis c'est l'autre avantage d'avoir finalement un groupe très jeune, c'est que finalement l'autorité devrait s'imposer finalement plus naturellement que s'il y avait des joueurs à 70 sélections qui avaient des réticences par rapport à des vieilles habitudes. Je dis pas ça forcément d'une manière négative, toutes les habitudes sont pas mauvaises, mais effectivement, ils vont pouvoir poser une marque directement sur un groupe qui reste à forger. Autre remarque, on a la sensation que tous les joueurs qui étaient au mondial, quand on les voit individuellement évoluer, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, ils ont gardé une espèce de niveau minimum, tous les titulaires dont tu parlais tout à l'heure, qui seront peut-être des titulaires là. C'est ce qu'observait Thibaut Giroud, donc qui est le manager de la performance, et qui observait que les joueurs avaient gardé pas mal de gaz, si je puis dire, par rapport à la prépa. Alors c'est peut-être les habitudes de travail, c'est aussi parce qu'ils ont moins joué que leurs partenaires qui sont restés en top 14 finalement. Mais effectivement, ils semblent garder ce dynamisme, ce gaz, cette explosivité qu'ils affichaient au Japon. Enfin, c'est ce qu'ils constataient en tout cas. Ouais. On l'a vu en Coupe d'Europe. On a vu des joueurs brouillés. Je pense notamment à Vakatawa qui était absolument formidable au centre de l'attaque du Racing. Et voilà, on a hâte de retrouver son. Il y a plein d'exemples, hein, le Ficou, Ntamak, des joueurs à l'avant. Enfin, Kamisha, on le voit performant à tous les matchs qu'il joue avec le Racing. Enfin, bon, il y a les Bordelais aussi. Même Baptiste Serin est rentré avec Toulon. Voilà. Donc c'est quand même, en tout cas, une grosse majorité des joueurs qui sont toujours là, qui étaient au mondial. On a l'impression qu'ils ont gardé un niveau. Accessoirement, il faut peut-être toucher du bois pour les entraîneurs, mais il n'y a pas de blessés, majeurs en tout cas à ce stade. Tout ça, ce sont des bons signaux. C'est des promesses qui restent à concrétiser. Surtout qu'il y a quelques adversaires, il faut qu'on parle des adversaires aussi, c'est bien joli le 15 de France, mais il va falloir qu'ils se situent par rapport à... C'est peut-être aussi sa chance, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'interrogation chez les autres? On va parler des Anglais en dernier parce que ça sera le premier match, mais côté gallois, côté irlandais... Il y a des changements fondamentaux puisque les deux hommes forts du Pays de Galles et de l'Irlande, qui étaient donc Warren Gatland et Josh Smith, ont passé la main après la dernière Coupe du Monde. Donc c'est des techniciens qui avaient marqué de leur empreinte ces deux sélections. Donc il y a de la reconstruction. Donc ces deux nations qui sont fortes sur les 10 dernières années... Il y a un petit point d'interrogation, même s'il faut pondérer par rapport aux Irlandais, vu les performances en Coupe d'Europe. Effectivement, et puis Andy Farrell, c'était un élément très important du staff. C'était le premier adjoint de Joe Schmidt. C'est pour ça que le relais s'est fait naturellement. Et puis effectivement, on voit que les Irlandais sont performants, grâce notamment au Leinster en Coupe d'Europe. L'Ulster est qualifié aussi. L'Ulster est qualifié aussi, donc il y aura une équipe d'Irlande certainement performante. Pour les Gallois, il y a plus d'interrogations parce qu'on remplace pas justement un duo comme celui que constituait Warren Gatland et Sean Edwards facilement, même si Wayne Pivac a intégré rapidement le staff dès la Coupe du Monde, il était là. Puis les Gallois malheureusement, ou heureusement, ont des provinces qui sont pas du tout performantes en Coupe d'Europe. Et ça a toujours été le cas, ça les a pas empêchés de faire 3 grands chelems sur les 10 dernières années. Tout à fait. Mais je crois qu'il y avait une façon d'optimiser le potentiel gallois qui est plus tout à fait là. Ça a suscité des polémiques, notamment chez les Ospreys, où le capitaine du Pays de Galles s'en est plaint. On parle pas d'Italie et Écosse, on n'en parle pas longuement, pas nécessaire. L'Écosse, Arnaud, peut-être? Non, c'était une terrible désillusion pour les Écossais. Cette Coupe du Monde, ils ont pris des leçons. Ils ont pris une leçon face à l'Irlande. Ils ont été châtiés par les Japonais. Greg Townsend a réussi à sauver sa tête, mais... Il repart sur les mêmes bases, non? Ouais, sur les mêmes bases. Ouais. Même force, même faiblesse. Ouais. Bon, et donc pour commencer, on finit par ce parcours. On va commencer, hein, on a l'Angleterre, donc le gros morceau d'entrée, le crunch. Qui fait peur et qui interroge, hein. C'est finalement, il fait peur puisqu'ils sont vice-champions du monde, ils sont toujours aussi forts, ils ont toujours Eddie Jones, mais dans quel état mental ils seront? Parce qu'ils ont perdu cette finale de Coupe du Monde, donc face aux Sud-Africains, on le rappelle, parce que les Saracens qui fournissent 7 joueurs de mémoire à la sélection, donc 7 joueurs majeurs pour la plupart ont été relégués en D2 suite au dépassement du salary cap, de la masse salariale. Donc dans quel état ils vont être? Arnaud, c'est toi, hein, l'anglophile, donc... Je fais confiance à Eddie Jones pour regonfler ses troupes. Il les emmène au Portugal.
Voilà, la semaine prochaine, ils vont aller se préparer au soleil. Ils vont essayer d'oublier justement pour les Saracens les déboires de leur club, les points d'interrogation qui pèsent sur leur avenir. Sportivement, ce sont des déboires relativement, à relativiser parce qu'ils sont quand même qualifiés pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. En championnat, on savait qu'ils ne jouaient plus rien quoi qu'il advienne. C'est vrai, mais on sait aussi que les Saracens vont devoir se séparer d'une partie de leurs joueurs, donc il y a pour c'est l'avenir qui peut les interroger. Mais je fais confiance à Eddie Jones pour justement recréer une sorte de Fort Alamo et venir à Paris avec cet état d'esprit. On préserve, on est une forteresse et on est dans un monde hostile et on va leur montrer. Ça, c'est les Anglais aiment beaucoup ça, seul contre le reste du monde. Ça, ils adorent ça. Ils ont toujours été comme ça. Et Eddie Jones adore les manipuler avec ça. Et adore les manipuler avec ça. Alors, il va leur manquer Billy Vunipola, c'est pas rien. C'était un de leurs perforateurs, un joueur essentiel dans leur lancement de jeu. Mais quelque chose me dit que Eddie Jones va aller encore plus loin dans le rythme. Je pense qu'ils vont essayer d'imposer aux Français un rythme encore plus fou, encore plus de jeu au pied, du rythme et du jeu au pied. Pour nous asphyxier. En 2016, Eddie Jones se déclarait qu'il voulait avoir la meilleure équipe du monde. Et là, il a déclaré qu'il voulait avoir l'équipe la plus spectaculaire, en plus d'avoir la meilleure équipe. Donc ça annonce la couleur, quand même. On rappelle le calendrier, vous l'avez en tête, j'imagine, de ce tournoi. On démarre donc avec le France-Angleterre le dimanche 2 février. Oui, le même week-end, il y aura un Pays de Galles-Italie et un Irlande-Écosse. Ensuite, on enchaîne le week-end suivant avec un France-Italie le dimanche. Il y aura un Irlande-Pays de Galles qui sera assez intéressant à suivre et un Écosse-Angleterre également le samedi précédent. Ensuite, il y aura une semaine de pause. Ensuite, la France se déplacera au Pays de Galles. Ce sera un test intéressant après 2 réceptions au Stade de France. Même week-end, Italie-Écosse et Angleterre-Irlande. Ensuite, la France se déplace à nouveau en Écosse, pendant que l'Irlande reçoit l'Italie et l'Angleterre accueillent le Pays de Galles. Ça risque d'être intéressant là encore. Et nous finissons par la réception de l'Irlande. Ce sera le dernier match de cette dernière journée et voilà. On l'espère pour le Grand Chelem, sachant que le Pays de Galles recevra l'Écosse à ce moment-là. Mais en attendant de recevoir le trophée, en fait, le vainqueur du dimanche de février au Stade de France entre la France et l'Angleterre, il a quand même une bonne tête de vainqueur du tournoi, non? Pour l'Angleterre, en tout cas, ils ont la voie royale. Les Français, on va peut-être se calmer, mais effectivement, la voie serait dégagée. Contre l'Angleterre, ça dégagera aussi la route. Il faudra aller au Pays de Galles. Et si les Anglais gagnent ce premier match, effectivement, c'est voie royale. On refait les paris Arnaud? L'équipe de France va gagner le tournoi. Mais je me risque pas sur le Grand Chelem. Ouais. Il me semble qu'il y a quelques semaines, tu nous parlais d'un Grand Chelem quand même. Oui, mais bon, il pondère. Mais toi, Denis? Moi, je misais sur une petite deuxième place. La dernière fois, je vais m'y tenir, je pense. Ces Anglais me font peur. On se revoit dans pas longtemps pour relever les compteurs. Merci, messieurs. Salut. Salut.